Je voudrais commencer par une fable indienne qui date de plus de 3000 ans et qui raconte l'histoire d'un groupe d'aveugles qui rencontrent pour la première fois un éléphant. Ils commencent à le discuter ensemble. Qu'est-ce qu'un éléphant? Le premier le touche par sa trempe et croit que c'est un serpent. Le deuxième le touche par ses pattes et croit que c'est un mur. Et ainsi de suite. Chacun d'eux croit qu'il comprend vraiment qu'est-ce qu'un éléphant. Mais personne n'a une vue globale sur l'éléphant. Eh bien, aujourd'hui, je suis venu ici pour vous dire que ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle est quelque chose de très similaire à l'histoire de l'éléphant. Vous savez bien que l'intelligence artificielle, c'est une technologie transversale qui peut s'appliquer dans tous les secteurs. Et c'est très difficile de penser à un secteur, agriculture, médecine, éducation, où l'intelligence artificielle ne peut pas s'appliquer. De plus, en tant que discipline scientifique, elle intersecte avec plusieurs autres disciplines, de philosophie, d'économie, et j'en passe. De cette manière, si on pose une question à un informaticien pour lui dire « Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?», il va pouvoir nous dire que c'est en relation avec la donnée, avec des algorithmes. Si on demande à un sociologue, un philosophe, il va vous dire que le sujet le plus important en intelligence artificielle concerne l'éthique. Si on demande à un économiste, il va vous dire que c'est autour des métiers qui vont disparaître. Mais la question qui se pose, qu'est-ce que cette intelligence artificielle réellement? Est-ce qu'elle est vraiment similaire à notre intelligence en tant qu'humain? Quand est-ce qu'elle a commencé à apparaître? Et comment on peut la comprendre aujourd'hui? Avant d'évoquer bien évidemment ces questions fondamentales et essentielles, je voudrais bien revenir sur l'appellation de l'intelligence artificielle et vous dire que les appellations et les noms et les mots en général ont une influence énorme sur nos décisions politiques, économiques, sociales et même dans notre contexte technologique et scientifique. Platon, bien évidemment, il a considéré que les mots ne sont pas des simples conventions arbitraires qu'on utilise. Il a considéré que les sophistes maîtrisaient bien, vous connaissez les sophistes, as-sophistaïoun, que Socrate les a défiés. Donc, ils jouaient avec les mots et ils jouaient avec les étiquettes. Et ils avaient une influence énorme sur les esprits des personnes. Et donc là, on doit faire très attention aux appellations. D'où mon titre, l'intelligence artificielle, cette appellation trompeuse. Mais si on revient à cette appellation-là, on prend l'exemple de l'intelligence artificielle. Quand est-ce que ça a commencé? Pourquoi on en parle aujourd'hui très fortement? Donc si on revient dans l'histoire, on va remarquer qu'il y avait en 1956 un grand professeur, c'est le fondateur du premier laboratoire au MIT, avec son collègue Marvin Minsky, donc il avait John McCarthy que vous voyez ici, qui a rassemblé un groupe de chercheurs à l'époque, c'était en 1956, dans une conférence qui s'appelle la conférence de Dartmouth. Et par la suite, il les a rassemblés pour pouvoir définir une nouvelle discipline qu'il a appelée intelligence artificielle. Et c'est de là où la discipline scientifique a commencé à émerger. Bien évidemment, ce groupe de chercheurs provenait de différentes disciplines différentes. Sauf qu'ils n'étaient pas d'accord sur la même appellation. Donc lui, il avait l'idée de pouvoir réunir ces chercheurs, des scientifiques, pour dire, voilà, on va commencer une nouvelle discipline d'intelligence artificielle.
Ce groupe de chercheurs était vraiment très ambitieux. Ils croyaient que dans 2 mois, ils arrivaient à atteindre des résultats inattendus. Et même l'un d'entre eux, il a dit qu'au cours d'une seule génération, on va pouvoir atteindre des résultats vraiment performants en intelligence artificielle, ce qui n'est pas arrivé à l'époque. Et bien évidemment, il y avait une surprise énorme. Mais il faut savoir que même si le terme scientifique intelligence artificielle n'a commencé qu'en 1956, l'intelligence artificielle existait auparavant, dans les années 50. En 1950, il y a le père fondateur de l'intelligence artificielle, on l'appelle aussi le père fondateur de l'informatique, qui est Alan Turing, et bien évidemment, qui a travaillé longtemps sur l'intelligence artificielle. Mais il ne l'a pas appelé intelligence artificielle, il l'a appelé thinking machines. Ce sont des machines pensantes. Juste pour vous dire que l'intelligence artificielle existait bien avant le terme. Et même avant Alan Turing, il y avait un autre génie en informatique qui s'appelle Norbert Wiener. Norbert Wiener, c'est un génie. Il a eu son bac à l'âge de 11 ans. Il a eu son doctorat à l'âge de 18 ans. Malheureusement, il n'était pas présent dans ce workshop, mais il a inventé et il a fondu une nouvelle discipline qui s'appelle la cybernétique, aussi qui intersecte avec l'intelligence artificielle. Et donc, voilà, je remonte avec vous dans l'histoire pour vous dire que l'intelligence artificielle, elle est vraiment très ancienne. Si on retourne même au Moyen-Âge, notre âge de lumière, vous allez trouver que les frères Banu Moussa, ils ont écrit un livre qui s'appelle Kitab al-Hiyal. Et ils ont bien évidemment présenté plusieurs dispositifs ingénieux mécaniques. La différence, c'est que l'informatique actuellement, elle est basée sur l'électricité. Ce sont des composants électriques. Alors qu'auparavant, les robots, ils prenaient la forme des dispositifs mécaniques. Bien sûr, il y a quelqu'un qui va me dire, mais attends, est-ce que vous allez considérer les dispositifs ingénieux de Banu Moussa considérés comme intelligence artificielle? Eh bien, si on veut bien répondre à cette question, on va revenir à cette personne-là, John McCarthy, qui a inventé le mot intelligence artificielle. Et lorsqu'on lui a posé la question, on lui a dit « Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?» Il a répondu d'une manière vraiment très différente. Il a dit « Dès que ça marche, on ne l'appelle plus intelligence artificielle. » Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au début, on a cru que la calculatrice et l'automatisme des tâches, on l'appelait intelligence artificielle. Par la suite, on a évolué pour inventer l'ordinateur et on a considéré comme intelligence artificielle. Et actuellement, toute l'intelligence artificielle que vous êtes en train de voir ne sera plus appelée intelligence artificielle lorsque ça va devenir vraiment évident et pas quelque chose d'extraordinaire. Mais si on revient encore une fois à l'appellation, pourquoi on l'a vraiment appelé intelligence artificielle? Il y a plusieurs raisons. Parmi les raisons, c'est d'avoir des fonds et des investissements. Le terme, il est accrochant et il est pertinent et tout le monde s'y intéresse. Il s'intéresse à quoi? Il s'intéresse à l'une des concepts les plus importants de toute l'humanité, qui la distingue vraiment, c'est son intelligence. Et donc, si on prend le terme composé qui est intelligence artificielle, on va voir qu'il est composé de 2 sous-termes. Le premier, c'est intelligence. Le deuxième, c'est artificiel. Pour le deuxième terme, il n'y a pas de souci. Tout ce qui n'est pas naturel, il est artificiel. Mais le premier lui-même, d'intelligence, pose un problème. Parce que les scientifiques ne sont pas aussi d'accord sur la définition de l'intelligence elle-même. Et donc, comment pouvoir définir un autre terme qui est composé d'intelligence plus artificielle? Vous savez qu'il y a des personnes qui considèrent, par exemple, l'intelligence est limitée à la pensée, la réflexion rationnelle, et d'autres qui l'étendent jusqu'à la conscience humaine. Loin des définitions, vous allez trouver plus de 200 définitions. Je vous ai préparé une étude qui a été faite par 2 professeurs universitaires de Harvard. C'était en 1987. Ça, c'est l'une des meilleures études qui ont été faites sur l'intelligence artificielle. Ces professeurs-là, ils ont interrogé plus de 1000 scientifiques et chercheurs et experts, dont quelques-uns sont des membres de la plus grande association américaine de la psychologie, American Psychological Association.
Et il faut savoir bien évidemment que la discipline de l'intelligence elle-même, c'est un sous-domaine de la psychologie. Et donc chacun il peut se concentrer sur sa discipline. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont défini l'intelligence d'une manière très différente. Ils ont dit on ne va pas définir, on ne va pas donner une définition. On va essayer de voir quelles sont les caractéristiques cognitives et mentales qui seront corrélées avec notre intelligence. Vous allez voir que la première qui a eu le plus de votes, c'est la manière de raisonner et de penser d'une manière abstraite. Entre guillemets, c'est vraiment relié aux mathématiques, la reine des sciences. Voilà, donc ils se sont mis d'accord sur ça à 99,3%. La deuxième, qui est aussi très importante, c'est la capacité à résoudre des problèmes. La personne qui arrive à résoudre un problème, elle peut être considérée comme intelligente. Et vous pouvez être étonné et surpris qu'il y en a d'autres, comme la mémorisation, la rapidité du calcul mental, qui sont aussi très importantes, mais vient derrière, jusqu'à la dernière, qui est la motivation. Et c'est pour ça que, généralement, il faut se baser beaucoup sur des aspects scientifiques qui peuvent, bien évidemment, être la source des autres choses complémentaires, comme la motivation. Donc, si on revient pour l'intelligence artificielle, elle va servir à pouvoir résoudre des problèmes. À chaque fois qu'on définit un problème, on doit pouvoir le résoudre. C'est comme ça qu'on fait en général. Comment pouvoir le résoudre? Il y en a plusieurs manières. Donc, les informaticiens ont toujours pensé longtemps comment créer une machine qui va pouvoir résoudre un problème bien déterminé. Il y a une définition que j'apprécie beaucoup. L'intelligence artificielle, c'est atteindre un objectif complexe dans un environnement complexe. Et donc, on doit définir un objectif, on doit pouvoir l'atteindre. Celui qui va l'atteindre, on va le considérer, entre guillemets, encore une fois, est intelligent. Sauf que la résolution de problèmes, elle peut prendre plusieurs formes en informatique. Au début, on a cru que tout problème peut être défini par des algorithmes avec des règles mathématiques spécifiques, etc. Sauf qu'il s'est avéré qu'il y en a des problèmes qui sont beaucoup plus difficiles, dont les fondements mathématiques et les outils mathématiques qui existent actuellement ne vont pas beaucoup nous servir à pouvoir résoudre ces problèmes. Un exemple très simple, c'est la reconnaissance de votre visage. D'accord? Comment je pourrais reconnaître un visage? Comment je peux reconnaître une voiture? Donc, l'enfant, lorsqu'il est petit, on va lui dire c'est une voiture, c'est un visage. On ne l'a pas décrit d'une manière mathématique. Et de là découlent deux grandes écoles d'intelligence artificielle. La première, on l'appelle l'intelligence artificielle symbolique, et la deuxième, elle est basée sur les équations mathématiques. Et la deuxième, c'est une intelligence par apprentissage. L'apprentissage par exemple, l'apprentissage par la donnée, etc. Les personnes qui ont commencé, John McCarthy a commencé l'intelligence artificielle en croyant qu'il va pouvoir, bien évidemment, favoriser la première école, qui est l'approche symbolique. Sauf qu'actuellement, toutes les applications que vous êtes en train de voir, ils sont dans la deuxième, qui est l'apprentissage. Et donc, ces deux écoles-là, ce sont les deux écoles fondamentales d'intelligence artificielle. Mais, bien évidemment, ces deux écoles ne sont pas très loin, encore une fois, de l'histoire de la philosophie. Vous savez, dans la philosophie, et précisément en épistémologie, il y a deux courants très importants. Le premier courant, c'est l'école rationnelle, et c'est qui est à gauche. Et bien évidemment, là, les pionniers de cette école, c'est René Descartes, Baylor Spinoza et aussi Leibniz, qui est l'école rationnelle. Et la deuxième, c'est comment on réfléchit, comment on pense en tant qu'être humain. Et la deuxième, c'est l'école empirique. C'est avec John Locke, George Berkeley et aussi David Hume. Donc, la première, on l'appelle l'école rationnelle. Généralement, c'est une école française. Et la deuxième, c'est l'école empirique. C'est une école britannique, anglaise. Vous allez remarquer que la plupart sont comme ça. Mais toute cette intelligence artificielle qui est basée, que ce soit sur l'école rationnelle et l'école empirique, elle reste limitée dans un type d'intelligence artificielle qu'on appelle l'intelligence artificielle pratique. Et généralement, on ne doit avoir aucun problème avec cette intelligence pratique parce qu'elle va nous servir, elle va pouvoir évoluer notre civilisation, évoluer beaucoup de problèmes, etc. Mais le problème qui se pose, c'est lorsqu'on va la confondre avec une autre IA qu'on appelle l'IA théorique. C'est quoi cette IA théorique? Je reviens à
une définition d'un philosophe, parce qu'une fois qu'on passe à l'IA théorique, on va passer de la science vers la philosophie. John Searle, qui est un grand philosophe américain, il a essayé de dire, faites attention, il faut distinguer entre deux intelligences artificielles. Et c'est très longtemps, depuis les années 80. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, c'est ce que j'ai dit, je l'ai appelé théorique, et l'intelligence artificielle faible. L'intelligence artificielle faible, elle va simuler l'intelligence humaine. D'accord ? Un diagnostic médical automatique, une voiture autonome, etc. Mais le problème qui se pose dans les débats, c'est lorsqu'on rajoute l'intelligence forte, qui part à un niveau plus élevé de conscience, et on vous parle parfois d'une machine consciente. Comment pouvoir répondre à cette problématique de conscience? Il faut savoir que la machine ne comprend pas, même s'il fait semblant qu'elle nous donne des résultats extraordinaires. Et pour illustrer ça par un exemple, je vais revenir encore une fois à John Searle. John Searle, il a montré comment la machine, elle pense. Entre guillemets, elle ne pense pas, elle calcule. Mais même son calcul est différent du nôtre en tant qu'être humain. Donc il a dit, regardez comment la machine, elle fonctionne. Supposons que nous avons une personne enfermée dans une chambre. D'accord ? Et cette personne ne parle pas chinois, le mandarin. D'accord ? Et cette personne qui est à l'intérieur de cette chambre, elle va communiquer avec d'autres personnes qui sont à l'extérieur de cette chambre, mais qui parlent en mandarin et chinois. Ce qui va se passer, c'est que les personnes qui sont à l'extérieur de la chambre, ils vont glisser sous la porte des messages et des symboles chinois, que la personne qui est à l'intérieur ne comprend rien. Mais elle a un dictionnaire, un manuel en anglais, qui va décortiquer les symboles. Elle va lui dire, si tu trouves ce symbole-là, tu vas répondre par ce symbole. Si tu trouves ce symbole X, tu vas répondre par ce symbole Y. Qu'est-ce qui va se passer entre les deux ? La personne qui est à l'intérieur, elle va communiquer avec les personnes qui sont à l'extérieur. Les personnes qui sont à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils vont comprendre ? Que la personne parle chinois et mandarin, alors que ce n'est pas le cas. C'est de la même manière que l'intelligence artificielle, c'est John Searle qui le dit, elle donne des résultats, mais le process, vraiment, il est différent. En fin de compte, pour terminer, comment on peut comprendre cette intelligence artificielle ? Il faut faire attention aux appellations encore une fois. C'est vrai que l'intelligence artificielle, elle a commencé par le fait de créer une machine qui va imiter l'intelligence humaine. Mais imiter l'intelligence humaine ne veut pas dire créer un cerveau artificiel. C'est comme le cas des personnes qui se sont inspirées de la nature et se sont inspirées des oiseaux qui volent, mais qui n'ont pas créé un oiseau artificiel. On ne l'a pas appelé un oiseau artificiel. Comment on l'a appelé ? On l'a appelé un avion. D'accord ? Et donc, on s'est inspiré du vol pour créer un avion et ouvrir de nouveaux champs d'applications scientifiques et une nouvelle discipline qui s'appelle l'aérodynamique. Et je peux bien évidemment vous donner énormément d'exemples avec le sous-marin, avec le véhicule, avec la voiture, etc. Donc, en fin de compte, essayons de sortir et ne restons pas prisonniers des appellations. Merci.